Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 10 janvier 2023 et nous sommes rendus à l'épisode 137 du podcast. Aujourd'hui, on va couvrir la vague des mises à pied qui se poursuit cette année. Évidemment, ça a commencé l'année dernière et je vais vous parler de quelques entreprises qui ont fait des coupures majeures du côté de leur staff. Ensuite, je vais vous parler de la rotation sectorielle qui pourrait se faire au cours de l'année. Je pense que c'est sur le point de se faire ou c'est même déjà amorcé. C'est par rapport aux actions non cycliques versus les titres de croissance. Je pense qu'il y a du monde qui vont commencer à revendre le titre de consommation de base pour se rediriger vers des actions de techno et autres. Donc, je vais revenir là-dessus dans l'épisode. Et finalement, je vais aborder le début de la saison des résultats financiers du mois de janvier. Donc, il y a un paquet de grosses entreprises qui vont dévoiler leurs résultats trimestriels. Donc, ça donne une bonne idée de qu'est-ce qui s'est passé au cours des 3 derniers mois. Mais surtout, je vais regarder, on va donner un emphase sur leurs prévisions pour les prochains trimestres puis pour l'année qui s'en vient. Donc, on va commencer tout de suite avec la première semaine de 2023 qui a terminé dans le positif. Donc, du côté des marchés US, hier, les indices ont ouvert dans le vert avec l'indice Nasdaq qui a monté jusqu'à plus 2%. Mais là, au cours de la journée, ça s'est fini pas mal flat parce que ce qui a changé le mood des investisseurs, c'est qu'il y a eu une entrevue sur le Wall Street Journal et il y a un membre de la Fed qui a dit qu'elle s'attendait à ce que la Réserve fédérale, finalement, elle doive monter le taux directeur au-delà de 5% et que la prochaine hausse des taux d'intérêt pourrait être de 25 points de base, mais c'est pas impossible que ce soit 50 points de base non plus. Et ça, évidemment, ça a fait peur aux investisseurs du fait que, bon, on parle d'être au-dessus de 5% et on n'a pas vraiment, en fait, ils n'ont pas identifié de plafond encore. C'est-à-dire que ils pensent qu'il faut qu'ils doivent dépasser 5%, mais jusque où ça peut se rendre, il n'y a pas personne qui a défini un plafond à ça, du moins pour le moment. Et dans tous les cas, de mon côté, je reste dans l'idée qu'autour de 5%, que ce soit 5%, 5,25%, 5,5% dans ces eaux-là, je pense que la Fed et la Banque du Canada vont mettre une pause sur l'augmentation du taux directeur parce que au-delà de ces niveaux-là, il va y avoir une pression énorme sur les ménages qui sont super endettés, mais même chose également pour les entreprises qui ont de la dette, qui ont des créanciers à payer, avec les taux d'intérêt qui augmentent. S'ils doivent rechercher du financement pour financer quoi que ce soit, ça va coûter très très cher, donc ça va donner un coup sur l'économie. Et je pense qu'à un certain point, de un, la majorité du monde ne pourront pas supporter ces taux d'intérêt-là. Et de deux, je pense que ce ne sera plus nécessaire de monter tant que ça les taux d'intérêt si le taux d'inflation se met à ralentir, comme ce que j'anticipe pour le premier trimestre ou le deuxième trimestre de 2023. Et l'autre affaire importante à noter du côté du marché des actions, c'est que je pense que de plus en plus, les investisseurs vont commencer à regagner de l'intérêt pour les titres de croissance, surtout les titres qui ont mangé une claque en 2022. Et la répercussion de ça, c'est une rotation sectorielle. Autrement dit, les investisseurs vont se mettre à vendre les actions qui sont orientées vers la valeur. Souvent, c'est des actions non cycliques, donc qui ne sont pas liées à la conjoncture économique. C'est des actions dans le secteur des soins de santé, donc compagnies pharmaceutiques, les compagnies dans la télécom, les compagnies dans l'industrie de la consommation de base. Toutes ces actions-là, évidemment, l'année passée, avec ce qu'on anticipait, il y a beaucoup de monde qui ont commencé à investir dans ces compagnies-là. Je pense que c'est encore quelque chose qui est d'actualité. Sauf que si les gens commencent à voir un potentiel plus intéressant du côté des titres techno, des actions de croissance, ils vont retirer le bille de ces secteurs de consommation de base-là, les secteurs non cycliques, pour se rediriger
vers des types de plus de croissance. Par exemple, si on regarde hier, on a pu voir une baisse considérable du prix des actions de Colgate-Palmolive, Coca-Cola, Johnson & Johnson, AT&T, toutes des entreprises donc, qui sont considérées comme non cycliques. C'est de la consommation de base. Le Johnson & Johnson, Colgate-Palmolive, c'est vraiment, ça vend des items de base que récession, pas récession, tu vas continuer à consommer ces produits-là. Et je vous rappelle que ces types d'entreprises-là ne sont pas corrélés à la conjoncture économique. Donc, investir dans ces secteurs-là, ça semble être une bonne approche quand on anticipe un ralentissement de l'économie. Sauf que la seule chose avec ça, c'est que si tout le monde se dit la même affaire, puis se met à investir dans ces compagnies-là, ça vient gonfler le prix des actions défensives et ça devient des titres moins attrayants, même en considérant le ralentissement économique, parce que la valorisation de ces entreprises-là vis-à-vis le taux de croissance espéré, puis l'augmentation des bénéfices, tout ça, c'est peut-être exagéré par rapport à ce qu'on peut s'attendre de des actions dans ces secteurs-là. Et de toute façon, mon approche quand j'investis pour le long terme, c'est pas de faire de la rotation sectorielle en passant d'un secteur d'activité à l'autre, en essayant de trouver des titres qui fit dans le fond avec l'environnement macroéconomique qu'on se trouve en ce moment. Autrement dit, même si l'année passée, les actions dans le secteur de la consommation de base ont surperformé les titres techno, ça ne veut pas dire que ça va se répéter dans le temps. Je pense pas que c'est quelque chose qu'on peut s'attendre sur une période de 5-10 ans. Je pense pas que c'est là que tu vas chercher des meilleurs rendements. Et c'est pour ça que, de mon bord, j'ai quand même quelques titres, des actions défensives comme j'ai du TELUS, du Couche-Tard, du Merck & Co. J'ai également du Kellogg, mais c'est pas avec ces actions-là que je vais chercher du gros rendement puis de la croissance pour mon portefeuille. Et c'est pour ça que de mon bord, je compte beaucoup sur le comeback des titres de croissance pour l'année 2023. Et là, il faut comprendre que je pense pas que ça va être bon pour toutes les actions de type croissance. Par exemple, je miserais pas sur Robinhood, Teladoc, Peloton, puis en fait, à regarder la plupart des titres qui se trouvent dans le fonds ARK de Cathie Wood, tous ces titres-là un peu trop spéculatifs, puis pas tant profitables, puis qui n'ont pas réellement encore de bénéfices, c'est pas des titres que je miserais en 2023, surtout pas avec les taux d'intérêt qu'on a. Et en fait, pour moi, il y a une méchante différence quand on parle de titres de croissance entre un zombie stock qui a besoin constamment de financement pour arriver à payer toutes ses affaires versus les stocks qui se retrouvent dans les big tech. Donc, moi, je mise sur les entreprises qui ont des poches profondes. Donc, on peut voir beaucoup de liquidité, du cash flow libre, de la profitabilité, des bonnes marges bénéficiaires, des compagnies qui ont peu d'endettement, un ratio d'endettement très, très faible et aussi un avantage concurrentiel qui est durable dans le temps. Tu sais, par exemple, avec tout l'écosystème derrière les services de Microsoft, les produits Apple, tout ce que possède également Google, je ne suis pas inquiète qu'ils vont réussir à passer au travers de la récession du fait de leur modèle d'affaires et également de la solidité de leur business du côté financier. Et d'après moi, ce qui va faire monter les marchés boursiers prochainement, ça va être les mauvaises nouvelles économiques. Autrement dit, les ventes au détail qui ralentissent, le nombre de nouveaux emplois qui diminue, le taux de chômage qui augmente, et tout ça, ça va être perçu positivement de la part des investisseurs. Et ça peut sembler contre-intuitif, mais la raison derrière ça, c'est que les investisseurs s'attendent que si l'économie se ralentit, la Fed va arrêter les hausses du taux directeur et potentiellement même faire un pivot vers une politique monétaire moins restrictive. Donc, on pourrait, par exemple, descendre les taux d'intérêt ou reprendre l'assouplissement quantitatif. Et évidemment, des taux d'intérêt moins élevés, c'est considéré comme un point positif pour le marché des actions.
Par contre, il faut savoir qu'à court terme, s'il y a bel et bien un ralentissement économique, ça va avoir des conséquences sur les résultats financiers des actions cycliques. C'est officiel. Et d'ailleurs, d'après moi, cette année, les mises à pied vont être dans le spotlight encore plus que le taux d'inflation puis les taux d'intérêt. La grosse thématique qui va revenir en 2023, ça va être les compagnies qui coupent des postes puis qui diminuent leur effectif. Au fait, c'est déjà commencé. Si on regarde hier, il y a la banque Goldman Sachs qui compte renvoyer 3200 employés. Avant ça, il y a eu Salesforce qui a mis 10% de son personnel à la porte également. Donc, on parle d'environ 7000 employés. Et il y a également Amazon qui a annoncé une coupe de 5% de son staff. Et ça représente plus de 18 000 travailleurs chez Amazon. Et pour moi, ça, c'est juste le début parce que il y a eu beaucoup trop d'embauches au cours des dernières années. Les compagnies ont recruté en malade pour répondre à la demande. Tu sais, l'économie a roulé dans le tapis, mais là, premièrement, ils se rendent compte que ça coûte cher. Et deuxièmement, qu'ils n'ont pas besoin d'autant d'employés que ça. Et là, les entreprises cherchent à être plus efficientes et à réduire leurs dépenses d'exploitation. Donc, c'est sûr que les mises à pied, c'est plate pour les travailleurs. Tu sais, perdre sa job, c'est sûr que c'est pas le fun. Mais du côté des entreprises, au final, c'est un move qui est nécessaire pour qu'ils restent rentables puis qu'ils réussissent à survivre dans un contexte de ralentissement économique. Bref, dans les prochains mois, je m'attends à voir d'autres business continuer de couper leur staff et logiquement, on devrait voir le taux de chômage se mettre à remonter aux États-Unis. Il faut savoir qu'en date d'aujourd'hui, le taux de chômage aux États-Unis se trouve à 3,5%. Donc, c'est historiquement très bas. Le taux de chômage avait atteint 6% au début des années 2000 et pas loin de 10% en 2010. Donc, c'est sûr qu'à 3,5, c'est un niveau très, très bas. C'était le niveau avant la pandémie. Là, en 2019, on n'était pas loin de ça aussi. Mais là, je pense qu'on va avoir ça va commencer à augmenter du côté du taux de chômage dû au fait que de plus en plus d'entreprises vont réduire leur effectif et faire des mises à pied. Sinon, jeudi qui s'en vient, du côté des données économiques, on va obtenir l'indice des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois de décembre, donc le mois passé, et les économistes s'attendent à une hausse de 6,6%, donc ça c'est sur une base annuelle, donc les 12 derniers mois, et ça serait donc un ralentissement par rapport au 7,1% du mois de novembre. Et si effectivement, jeudi cette semaine, l'IPC est à 6,6% ou à 6,6% et moins, là, ben dans ce cas-là, je m'attends à une forte remontée du prix des actions sur le marché US parce que visiblement, on est vraiment dans une forte tendance baissière du côté de l'inflation et ça viendrait rassurer les investisseurs par rapport à l'augmentation des taux d'intérêt. Et comme je l'ai dit dans le dernier épisode, personnellement, je m'attends à ce que le taux d'inflation descende dans les environs de 4,5 ou 5% d'ici le deuxième ou troisième trimestre de 2023. C'est pas un taux d'inflation à 4,5 ou 5%, ça reste élevé, mais c'est quand même moins pire. C'est-à-dire que ça veut pas dire que les prix vont baisser, loin de là. Ça veut juste dire que au moins l'augmentation des prix va être moins intense que l'année passée. Et une autre chose qui va avoir beaucoup d'influence sur la direction du marché, c'est du fait qu'à partir de vendredi cette semaine, c'est pas mal le début de la earning season du mois de janvier, c'est-à-dire qu'il va commencer à avoir beaucoup de résultats financiers de grandes entreprises qui vont commencer à sortir. Et une chose qui est importante à savoir pour les traders qui veulent faire des opérations de swing trading, c'est-à-dire prendre des positions sur quelques jours ou quelques semaines, c'est peut-être pas le moment idéal de faire ça. C'est-à-dire que faire des positions de swing trading dans un contexte où il y a des earnings, qu'il y a des résultats financiers qui s'en viennent, ça vient tout débalancer votre gestion du risque parce que
Le graphique, ça dit bien des affaires, sauf que on peut pas prévoir les surprises du côté des résultats financiers, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc, vous prenez une position, vous définissez votre stop loss, votre perte maximale à moins 5%, mais là, 3 jours plus tard, c'est les résultats financiers de votre entreprise ou d'un concurrent direct, et là, ça vient affecter le prix de votre action. Peut-être que l'action va dropper de 10%, 15%, 20%, peu importe, et là, ça vient vraiment détruire votre ratio risque-récompense et votre gestion du risque ne fonctionne plus. Donc, c'est sûr que de mon bord, quand je fais des transactions qui durent plus que quelques jours, j'évite de faire ce type de transaction-là en pleine saison des résultats financiers parce que ça a un impact trop important sur les prix. Et c'est sûr que quand ça jump, tant mieux, là, si le prix monte de 10, 15, 20%, ben, c'est le fun. Sauf que ça peut être de l'autre bord aussi. Et règle générale, quand on fait des transactions de swing, on ne trade pas sur les résultats financiers, on trade selon le graphique, selon le momentum, la tendance en cours. Fait que personnellement, je ne m'expose pas aux risques supplémentaires qui viennent avec le trading durant les périodes de saison des résultats financiers. Et ça, évidemment, c'est aux 3 mois. Donc, si on regarde, on a janvier, ensuite de ça va être avril, ensuite de ça, juillet, et on termine avec octobre. Donc, durant ces mois-là, c'est pas des périodes idéales pour faire du swing. Encore là, c'est à vous de faire ces recherches-là avant d'acheter des actions d'une entreprise puis d'essayer de les swinguer pour obtenir X rendement. Il faut s'assurer que dans les semaines ou les jours à venir, on ne se retrouve pas avec des earnings, que ce soit pour la compagnie en tant que telle ou un compétiteur direct. Parce que des compagnies dans la même industrie, c'est sûr qu'ils sont corrélés. Si Snap décide de dropper de 10% à cause des mauvais résultats financiers, on peut s'attendre que Facebook, Google, il y a une drop de 4-5% de leur côté. C'est pas toujours le cas, sauf que essayons quand même d'éviter ce type de risque supplémentaire-là en ne tradant pas dans ces périodes-là. Et comme je vous dis, ça commence avec les earnings des banques américaines, donc ça va être JP Morgan, Bank of America et Wells Fargo qui vont annoncer leurs résultats financiers trimestriels ce vendredi, et ça va nous montrer un peu comment se porte le secteur des services financiers aux États-Unis. Donc, c'est quoi le résultat pour les 3 derniers mois, mais surtout, c'est quoi leur projection financière pour le prochain trimestre, puis l'année qui s'en vient. Et après ça, dans les semaines qui vont suivre, au niveau des résultats financiers importants, il y a ceux de Netflix. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe du côté de leurs abonnements, du côté de leur streaming, mais avec la version avec de la publicité. Il y a Tesla qui a également ses earnings qui vont sortir. Donc, combien de livraisons d'auto ils ont faites, ça ressemble à quoi les revenus, les bénéfices. Et pour les big tech comme Microsoft, Apple, Alphabet et Amazon, ça va aller à la fin janvier, début février du côté de leurs earnings. Dans tous les cas, ils risquent d'avoir des surprises par rapport aux résultats financiers de quelques entreprises, entre autres, en fait, surtout celles que les analystes ont des attentes très très basses. Donc, on peut penser aux compagnies dans l'industrie de la vente au détail. C'est un secteur que les analystes ont peur pour le futur du fait que c'est directement corrélé avec la conjoncture. Et il y a également le secteur de la publicité en ligne, comme le Meta et Google, qui ont des attentes très basses du fait que dans le passé, ils ont sous-performé. Le monde commence à couper sur le marketing et ça affecte les résultats de ces compagnies-là. Meta, il y a également le côté du manque de profitabilité du fait que Zuckerberg investit beaucoup dans le metaverse et ça coûte des millions de dollars qui n'ont aucun retour sur investissement pour le moment. Sinon, on peut penser aussi aux producteurs de microprocesseurs, donc Intel et AMD par exemple. Eux autres aussi, ils ont subi une bonne correction dernièrement. Il y a beaucoup de problématiques de ce côté-là,
mais je pense qu'il n'est pas impossible que les attentes sont tellement basses que finalement, il y a une surprise à la hausse pour ces actions-là. Parce qu'au final, le prix de l'action est principalement drivé par les attentes. Et là, si les attentes sont très pessimistes du côté des analystes, puis également du côté des projections que les entreprises ont faites eux-mêmes, suffit juste que finalement leur revenu et leurs bénéfices surpassent fortement les attentes, puis que finalement leur guidance, c'est-à-dire leur prévision, soit plus optimiste pour les prochains trimestres. Et là, le prix de l'action peut exploser du jour au lendemain. Donc, c'est sûr que, d'après moi, on va avoir beaucoup de surprises pour les résultats financiers qui s'en viennent. Ça peut être des surprises aussi à la baisse. Peut-être qu'on s'attendait qu'il y avait des compagnies qui allaient afficher des meilleures performances, puis finalement, ça ne répond pas pantoute aux attentes. Et c'est là, justement, qu'il y a des baisses assez importantes du côté du prix des actions. Et, comme je vous dis, la chose que les investisseurs vont plus apporter d'attention, c'est vraiment par rapport aux prévisions des entreprises, que ce soit les banques, que ce soit les compagnies, les big tech, que ce soit tous les joueurs majeurs de l'économie. Ils vont nous donner un peu leur vision des prochains trimestres, puis de la prochaine année, donc 2023. Et souvent, c'est ça qui va donner le ton par rapport au sentiment des investisseurs. Si une grosse compagnie comme Microsoft s'attend que ça soit une difficile année pour eux autres, il y a de bonnes chances que ça soit difficile pour beaucoup d'autres entreprises. Et même principe, on s'entend que les banques ont un paquet de monde qui ne font qu'analyser les habitudes de consommation des consommateurs, leur capacité d'emprunt, des chances qu'il y ait des défauts de paiement. Donc, d'avoir leur avis là-dessus, c'est quand même quelque chose d'important et ça nous guide par rapport à ce qu'on peut s'attendre pour les prochains mois ou du moins pour les prochains trimestres de l'année 2023. Donc, c'est sûr que je vais porter une attention particulière aux guidance, regarder un peu les appels conférences, écouter un peu qu'est-ce qu'ils ont à dire, puis un peu analyser leurs prévisions par rapport à tout ça. Mais là, évidemment, les compagnies n'ont pas la science infuse, ça ne veut pas dire qu'ils voient le futur non plus, sauf que on s'entend qu'une compagnie qui est dans tel ou tel secteur connaît bien son industrie, connaît le côté saisonnier, connaît un peu, voit un peu qu'est-ce qui se passe de leur côté. Donc, de regarder leur prévision financière, c'est quelque chose que je considère comme important, même si, comme je vous dis, ultimement, en tant qu'investisseur autonome, je ne vais pas me baser sur le prochain trimestre ou même les prochains trimestres pour décider d'acheter ou pas, parce qu'il peut y avoir des excellents deals du fait que, justement, ils anticipent 2 trimestres pourris ou un fort ralentissement du côté de leurs bénéfices ou peu importe. Eux autres peuvent bien anticiper un paquet d'affaires. Si ça vient faire baisser le prix de l'action et que là, je considère qu'il est sous-évalué, moi, mon optique est sur 5, 10, 15, 20 ans. Si je considère que leur avantage concurrentiel est encore valide, leur modèle d'affaires est capable de survivre à des taux d'intérêt plus élevés, puis qu'ils sont capables de toffer puis de passer au travers de tout ça, ben, je vais les acheter quand même. Mon but, c'est pas de faire des profits dans 3 mois. Mon but, c'est de générer des rendements annuels intéressants sur plusieurs années. Fait que pour conclure l'épisode, je dirais que présentement, j'ai l'impression que les investisseurs commencent à regarder les titres techno, les titres de croissance, les big tech, tout ça, parce que, comme je vous dis, ils ont mangé une claque l'année passée, et à ces niveaux de prix-là, ça commence à être vraiment intéressant, surtout si on regarde les multiples de bénéfices. Si les compagnies sont capables de juste maintenir leur profitabilité, puis après ça, de reprendre une croissance par la suite, il y a vraiment des compagnies que présentement sont à des prix très, très intéressants, du moins selon mes analyses. Et ensuite de ça, ben, nécessairement, si le monde se redirige vers ces secteurs-là, il va y avoir une vente, un sell-off du côté des autres secteurs qui ont été privilégiés au cours de l'année passée. Et là, je parle principalement des compagnies de pharmaceutiques, des soins de santé, des compagnies dans le secteur de la consommation de base, les télécoms, tout ça. Moi, je pense qu'il y a une bonne possibilité que déjà on soit en train d'amorcer cette rotation-là
Et je suis pas en train de dire qu'on a atteint le bottom, le creux pour les titres techno, puis que le Nasdaq va revirer de bord tout de suite. Sauf que je pense que la vision des investisseurs commence quand même ils commencent à spotter des deals dans des compagnies qui, à mon avis, ont été survendues et qui commencent à avoir des potentiels de rendement intéressants pour les prochaines années. Donc, je vous remercie pour votre écoute et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.